Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la bonne surprise du chiffre du chômage. Il recule de 0,7%, 23 800 demandeurs d'emploi en moins. C'est une première en 8 ans. Alors une tendance à la baisse est-elle engagée? Que disent les prévisions? On retrouvera Guillaume Daré en direct. Une rémunération en fonction des heures de vol. Air France relance le débat et propose des contrats à la carte à ses pilotes. Les hôtesses et stewards pourraient également être concernés. Jean-Paul Chapelle nous en dira plus. Le rapport choc de l'OMS sur les viandes rouges, leur surconsommation serait cancérogène selon les experts. Jambon et saucisses augmenteraient les risques. Faux, répondent les industriels. Principe de précaution poussé à l'extrême ou vrai danger? Jean-Daniel Flezaquier nous répondra. Un nouvel allié européen pour les eurosceptiques. La Pologne bascule à son tour après la victoire aux élections du parti ultra-conservateur. C'est une femme qui en prendra la tête. Nous irons sur place. Un témoignage à suivre. Pour la première fois, l'une des rescapées du drame de Puyseguin se confie. Alors qu'on n'en sait plus sur les circonstances de l'accident, le procureur de la République s'est exprimé en fin de journée. Et puis quand le collaboratif se transforme en business lucratif, enquête ce soir sur le système Airbnb. Comment le spécialiste de la location est en train de bouleverser l'économie, en France notamment. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Voilà pour les titres, c'est le chiffre que tout le monde attendait depuis des années. Après des mois de hausse quasi continue, le chômage recule donc nettement le mois dernier. C'est une première depuis 2007 et les prémices de la crise financière. 23 800 demandeurs d'emploi en moins ont donc été enregistrés en septembre. Détail avec Magali Boissin. Forte baisse du nombre de chômeurs en septembre. 23 800 demandeurs d'emploi de moins, une chute de 0,7% sur un mois. La France compte donc 3 547 800 personnes sans aucune activité en métropole. Une embellie qui profite surtout aux jeunes, moins 2,6% chez les moins de 25 ans. Un autre motif de satisfaction, c'est le chômage des jeunes, puisque nous avons 4 mois consécutifs de baisse et près de 25 000 jeunes qui sont sortis du chômage. La raison, la montée en puissance des contrats aidés pour les jeunes. Plus de 500 000 d'ici la fin de l'année. Moins de personnes frappent aussi à la porte de Pôle emploi après un licenciement économique, moins 10% le mois dernier. Même tendance pour les fins de CDD, moins 3,6%. Deux ombres restent au tableau. Le chômage des seniors continue d'augmenter en cette rentrée, plus 0,1%. La situation se dégrade aussi pour les chômeurs de longue durée. Bonsoir Guillaume Daré, on vous retrouve en direct de Bercy où évidemment ce chiffre redonne le sourire, même si bien sûr il faut rester prudent. Peut-on ce soir parler de vraies tendances à la baisse? Que disent les chiffres, Guillaume? Ce qui est certain, Julien, c'est qu'il y a aujourd'hui des signaux qui sont au vert. Le marché de l'intérim, déjà, qui témoigne souvent des premiers signes de reprise de l'économie, est en hausse depuis le début de l'année. Le secteur privé, ensuite, a créé plus de 23 000 emplois au deuxième trimestre, après en avoir supprimé au premier. Le moral des patrons, enfin, est au plus haut depuis 4 ans. S'ils sont optimistes, ça veut dire qu'ils pensent que leurs carnets de commandes vont se remplir. Mais attention, il faut néanmoins rester prudent. Déjà, quand on regarde le taux de croissance prévu pour cette année, 1,1% en 2015, selon l'INSEE, tout le monde est d'accord pour dire qu'à ce niveau, ça permet tout juste une stabilisation du nombre de demandeurs d'emploi. D'ailleurs, selon l'UNEDIC, il faudra attendre 2016, l'an prochain, pour assister à une baisse durable du chômage. Merci Guillaume pour ces informations. Et à l'image de ce chiffre encourageant, des secteurs embauchent à tour de bras, à rebours de l'attentisme ambiant, c'est le cas de la restauration rapide. Regardez, en 15 ans, les recrutements ont bondi de 136%, avec parfois des opportunités de carrière à la clé. Portrait croisé signé Margot Manière, Julien Ababsa, avec notre bureau à Marseille. Des restaurants bondés, de nouvelles ouvertures tous les ans. La restauration rapide recrute à tour de bras. Cette sandwicherie à Marseille ou cette chaîne spécialisée dans la nourriture mexicaine à Paris. Ici, un nouveau salarié tous les 2 jours. Mounir Arad vient tout juste d'être embauché. Et pour la viande, monsieur ? Il travaille dans ce restaurant depuis 2 semaines et déjà pas le temps de souffler. Les débuts, c'est difficile, il faut se mettre dans le bain. C'est un peu dur, mais on y arrive vite. C'est ça. Il y a tout le monde qui nous élève, du coup on y arrive vite. Bonjour monsieur. Avant le grand rush, le matin à 8h25, le jeune homme de 22 ans est en cuisine. Je dois faire 218 paquets de chips pour le service du midi. Et après, je dois refaire des chips pour le service du soir. Titulaire d'un bac pro cuisine, il a été embauché en CDI à temps plein pour 1 200 € net par mois. Un salaire convenable selon lui à son âge. Pour un jeune,
c'est bien. Après, pour une personne qui a une famille et tout, c'est un peu compliqué. De petits salaires, compensés par l'opportunité de gravir rapidement les échelons. Jean, vous avez mis où les couverts? Parce qu'il n'y en a pas derrière. Il n'y a pas de couverts. C'est le cas d'Armandoya. Avec un bac général, elle est passée de cuisinière à manager en seulement 2 ans. Allez, vous rangez la vaisselle. Ça y est, vous avez le costume de chef là. Pas forcément le costume de chef, mais c'est des petits trucs pour que ce soit parfait. Aujourd'hui, elle gagne 1 600 € net par mois. Très fière parce que mes parents aussi sont très très fiers de moi. Parce qu'ils ne pensaient pas qu'en aussi peu de temps j'aurais pu être manager. Bonjour monsieur. Pour trouver des candidats, le patron n'hésite pas à placarder des annonces dans le restaurant. Ce jour-là, Sofa Kwong, 36 ans, vient tenter sa chance. On a une équipe assez jeune. Est-ce que ça ne te dérange pas d'ailleurs de travailler avec une équipe assez jeune, de peut-être être même un peu dirigé, en tout cas guidé par des personnes plus jeunes que toi, ça ne te dérange pas? Ah non, du tout. La moyenne d'âge est de 25 ans. Mais le directeur adjoint l'affirme, l'âge et le parcours importent peu. On recherche une personnalité, on recherche des caractéristiques et on peut partir de zéro. Qu'on ait 17 ans ou qu'on en ait 50, 60, si vous tenez le coup, je pense qu'il n'y a aucun souci pour intégrer l'équipe à partir du moment où vous avez ces caractéristiques-là. Du coup, demain, 8h55, tu fais un essai. Okay. Après cet essai, Sofa Kwong ne donnera pas suite. Car travailler dans la restauration rapide présente de nombreuses contraintes, comme le reconnaît le patron de cette sandwicherie. C'est un métier où on commence tôt, on finit un peu plus tard. On travaille le samedi et le dimanche. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un métier qui recrute. C'est ça. Et parmi ces toutes dernières recrues, Marcel Yègre, 19 ans. Je vous mets un maxi par an, plutôt, c'est le même prix, quoi. Sans diplôme, il a enchaîné CDD dans le prêt-à-porter et période de chômage. La semaine dernière, il dépose un CV dans la sandwicherie. Le matin même, il m'a rappelé, parce qu'il devait chercher quelqu'un, je pense. Ça vous a étonné? Oui, j'étais content surtout. Enfin, en plus, au début, j'ai pensé que c'était encore un CDD, que ça allait durer et tout. Mais en fait, non, il m'a direct proposé un CDI. Un CDI payé au SMIC. Comme lui, l'enseigne a embauché 100 personnes l'an dernier. Et toujours à propos d'emploi, les suites maintenant de la crise chez Air France avec la nouvelle proposition détonnante de la direction à destination des pilotes. Elle émane du DRH de la compagnie, celui-là même qui a été bousculé en début de mois. Eh bien, il propose désormais que leur rémunération soit liée à leurs heures de vol. Laurent Desbonnets et Camille Lemeur nous expliquent. Les pilotes, les hôtesses et les stewards d'Air France vont-ils bientôt voir leur salaire diminuer? C'est la proposition choc que dévoile le directeur des ressources humaines de la compagnie. Il propose 3 nouveaux contrats de travail avec des conséquences drastiques. Chaque salarié devra choisir. Contrat numéro 1, il accepte d'augmenter sa productivité, c'est-à-dire il travaille plus, son salaire ne bouge pas. Contrat numéro 2, il va au-delà des exigences de la direction. Dans ce cas, son salaire augmente. Contrat numéro 3, le plus polémique, il refuse de travailler plus. Du coup, la direction baisse son salaire. Une possible diminution de la rémunération qui passe mal chez certains salariés. Ça nous choque un petit peu quand même, puisque si on travaille plus, on nous demande à ce moment-là d'être payé au taux horaire où on était payé avant. Si c'est pour sauver l'entreprise, pourquoi pas, mais ça dépend, il y a des limites bien sûr. Une proposition inédite, car selon la direction, Air France joue sa survie. Concurrencée par les compagnies à bas coût et les compagnies du Golfe, Air France veut réduire ses coûts. Mais les syndicats dénoncent aujourd'hui la méthode. C'est totalement ubuesque. Logiquement, il y a des instances représentatives du personnel qui doivent être consultées. Et on apprend toujours les projets de la direction par voie de presse. Donc, une nouvelle fois, ça prouve bien que le dialogue social à Air France n'existe pas. Faute d'accord, la direction mettra en œuvre un vaste plan de restructuration. Au total, 2900 emplois sont menacés.
Et on va s'arrêter un instant sur ces nouveaux contrats qui font débat. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Julien. D'abord, est-ce que c'est légal? Peut-on imposer comme ça des baisses de rémunération, de salaire à ses employés? Oui Julien, c'est légal. L'employeur peut le proposer. Alors certes, le salaire est un élément fondamental du contrat de travail, donc il faut l'accord des deux parties, la signature de l'employeur et celle du salarié. Mais si le salarié refuse, il s'expose au risque de licenciement. Une baisse de salaire, c'est rare, mais ça s'est déjà produit, notamment en 2009 dans des entreprises en difficulté. Chez Poquelin Hydraulique, un équipementier automobile, une baisse de 10%. Chez Hertz, le loueur auto, moins 5%. Chez Osram, fabricant d'ampoules, 12% étalé sur 3 ans. Est-ce que les salariés, Jean-Paul, peuvent refuser? Est-ce qu'on peut dire non légalement? Alors, si le salarié refuse, je vous le disais, il prend le risque d'être licencié. C'est un licenciement économique, car seules les difficultés économiques peuvent justifier une baisse de salaire. Si le salarié conteste la réalité des difficultés économiques, il peut porter l'affaire en justice, au prud'homme, et là, c'est le juge qui tranche. Merci Jean-Paul pour ces précisions. C'est un rapport choc qui pourrait porter un mauvais coup à la filière de la viande. Après une longue étude, l'OMS affirme qu'une surconsommation de charcuterie et de viande rouge favoriserait certains cancers. C'est un coup de tonnerre à relativiser tout de même. Nous verrons pourquoi dans un instant avec Jean-Daniel Flézaquier. D'abord, les raisons de cette mise en garde. On voit ça avec Laurence Decherf et Nathalie Dubose. Saucisses, jambon, rillettes, saucissons. La charcuterie vient d'être classée cancérigène par ces experts de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont passé en revue 800 études du monde entier. Quels sont les éléments qui rendent les charcuteries cancérigènes? Dans les muscles de la viande, il y a du fer. Lors de la fabrication des charcuteries, les industriels ajoutent des nitrites, une sorte de sel, ici mélangé à des épices, qui a notamment pour but de conserver les aliments. Mais le fer, plus les nitrites, accélèrent l'oxydation. Et plus il y a d'oxydation, plus il y a d'agents cancérigènes. Dans cette charcuterie artisanale, pour cuire ce jambon blanc, on utilise du sel nitrité, mais en quantité réglementée. Qui lui donne sa couleur et son goût. Sinon le jambon serait gris et fade. Mais c'est un produit totalement naturel et nous avons des quantités à respecter. Alors, quels sont les risques? Plusieurs études montrent le lien entre consommation de charcuterie et cancer colorectal, la première cause de mortalité chez les non-fumeurs. Mais trop de charcuterie pourrait aussi provoquer d'autres cancers comme celui de l'estomac. Quelles sont donc les quantités à ne pas dépasser? Une saucisse de Strasbourg, 6 rondelles de saucisson, 2 fines tranches de jambon, soit 50 grammes de charcuterie consommée tous les jours, augmente le risque de 18%. Pas de panique pour autant chez les consommateurs. Ça ne m'inquiète pas parce qu'il s'agit de manger en dose raisonnable. L'excès de viande rouge poserait aussi problème. Elle vient d'être classée cancérigène probable par l'OMS. Voilà pour les faits. Alors, principe de précaution excessif ou vrai danger? Bonsoir Jean-Daniel Flézaquier. C'est vrai que plus la science progresse, plus on a le sentiment que tout devient dangereux pour la santé. Est-ce qu'on va tous devenir demain végétariens? Est-ce qu'il faut arrêter de manger de la charcuterie? Sûrement pas, sûrement pas. Alors ce qui est certain, c'est vrai que les techniques fumage, salaison, les sels, enfin le salage notamment les sels rougisseurs dont on parlait dans le sujet, ont été très utilisés à une époque. Aujourd'hui, on les utilise moins. Pourquoi? D'abord, ce qui est énorme. Deuxièmement, salage et la salaison, c'était pour conserver les aliments longtemps. Aujourd'hui, on a des réfrigérateurs, on a moins besoin de ces choses-là. Et puis la deuxième chose, notamment pour ces fameux sels rougisseurs, c'est qu'on a un antidote naturel dans notre alimentation. Si vous mangez du jambon qui a été salé avec ces fameux sels rouges de nitrite et que vous mangez une orange, un kiwi ou de la vitamine C sous quelque forme que ce soit dans l'alimentation, le problème est réglé, vous avez fait contre-effet et il n'y a aucun risque. Pour la viande rouge, si une consommation modérée, 1 à 2 fois par semaine d'une viande pas trop cuite, ne pose pas non plus de problème. Ce qui pose problème, c'est la viande au barbecue, ce sont les viandes très grillées, parce que là, il y a des substances cancérigènes. Et si on rajoute des fibres à l'alimentation qui limitent le temps de contact entre ces produits cancérigènes et l'intestin, eh ben, on peut continuer à aller chez son artisan, son boucher ou son artisan charcutier toutes les semaines sans aucun état d'âme. Nous voilà soulagés, maître mot, modération. Merci Voilà. Jean-Daniel Flézaquier pour ces précisions importantes. Dans l'actualité également, ce soir, de nouveaux éléments dans l'enquête sur le drame de Puyseguin. 3 jours après les faits, on en sait plus sur les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à 43 personnes. Quant aux épaves, elles ont été retirées dans la matinée. Détails et explications avec Anne Guillet-Épée. Philippe Péan est notre bureau à Bordeaux. La remorque du camion quitte doucement le sol.
C'est la pièce la moins endommagée. Les enquêteurs peuvent enfin photographier le châssis à la recherche d'éventuels problèmes techniques. La phase la plus délicate, le relevage des carcasses de la cabine et du bus, totalement carbonisées. À tout instant, elles peuvent se briser. On en sait un peu plus aujourd'hui sur les circonstances de l'accident. La scène du drame a été modélisée en 3D. On voit très clairement que le camion s'est déporté sur la voie de gauche, au sol, des marques très nettes. Des traces de ripage et de freinage visibles au sol, à l'arrière du poids lourd, laissent supposer que le chauffeur a tenté en vain de redresser la trajectoire du camion. Mais pourquoi les deux véhicules se sont-ils embrasés instantanément? Sur ces images, le réservoir du gasoil additionnel à l'arrière de la cabine du camion complètement détruit. Il a été transpercé par une tige métallique au moment du choc, projetant des gouttelettes de gasoil qui ont provoqué l'incendie. Des informations tout d'abord présentées aux familles des victimes. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour les victimes, c'est bien ce qui a été fait. Les analyses toxicologiques et d'alcoolémie menées sur le conducteur du camion se sont révélées négatives. Et au-delà des zones d'ombre qui persistent, il y a, on le sait, la douleur des familles et le choc des rescapés. Ils sont 8. Voici le témoignage de l'un d'entre eux, Annette Obis, 71 ans. Elle a frôlé la mort. Son mari lui est décédé dans la tragédie, mais il l'a sauvée. Elle s'exprime ce soir pour la première fois. Son témoignage avec Anne-Claire Poignard. Entourée des siens, c'est avec émotion qu'Annette Obis regarde les photos de sa vie d'avant. Dans le bus, elle était assise près de son mari. Ils étaient au 4e rang. Je vois toujours ces flammes au bout du car, les flammes qui sont parties comme ça, sur les côtés, tout le tour du car, dessous le car, alors de la fumée et puis des gaz, et puis alors là, ça nous a étouffés, tous. Puis après, juste après le choc, Georges, son mari, la pousse vers la sortie. Devant ses proches, elle raconte comment il lui a sauvé la vie. Il était derrière moi, il me poussait. Mais avance. Je dis, je ne peux pas avancer. Je dis, il y a du monde devant moi, il faisait noir. C'était qu'on était tous groupés dans l'allée. Il n'y avait personne d'assis. On devait tous être assis debout pour sortir. Et dès que c'était dehors, c'était affreux. Je l'ai appelé et puis Georges était mort. Voilà. Annette Obis a 71 ans. Elle est l'une des 8 rescapées de l'accident, mais pour elle, le traumatisme est immense. Il y a 56 ans que je connais mon mari. Je l'ai connu en 60, voilà. Puis il y a eu la catastrophe. Voilà. Une catastrophe gravée dans sa mémoire. Elle va maintenant devoir se reconstruire aux côtés de ses proches. Vous avez pensé aussi, j'imagine, à votre mari. Oui, sachez que demain, un hommage républicain aux victimes est prévu à Puy-Seguin et Petit Palais, en présence des familles de François Hollande et de nombreux ministres. Manuel Valls sera également là. Ce sera à partir de 9h50 à suivre en direct sur notre antenne sur France 2. L'image politique du jour, le déplacement ce matin du gouvernement au Mureaux dans les Yvelines. Manuel Valls, ici à l'image, était accompagné de 17 de ses ministres pour évoquer la question des banlieues, et cela 10 ans après les émeutes qui ont embrasé la France, on s'en souvient. Voilà pour l'affichage. Côté mesures, c'est sur le logement social que les annonces ont été les plus fortes. Les sanctions contre les maires qui ne respectent pas les fameux quotas HLM seront notamment durcies. Simon Ricotier, Éric Delagneau, avec notre bureau à Marseille. Un petit village de Provence, une grande ville de banlieue parisienne et 2 mairies punies par Manuel Valls pour ne pas avoir fait assez d'efforts pour construire des logements sociaux. Gemnos, à 30 minutes de Marseille, 6000 habitants et seulement une centaine de logements sociaux, à peine 3% du parc locatif. Très loin des 25% imposés par la loi. La punition, la voici. Les maires qui ne construisent pas assez de logements sociaux ne pourront plus les attribuer à qui bon leur semble. Aujourd'hui, 30% de ces logements disponibles sont attribués par l'État, 20% par les communes et 50% par d'autres acteurs comme les organismes HLM. Demain, l'État pourrait récupérer les 20% des communes. Les maires n'auraient plus leur mot à dire sur les occupants des logements sociaux. Pour le maire de Gemnos, ancien prof de maths, cela ressemble à une tape sur les doigts. Je suis puni.
je suis le mauvais élève. Et Dieu sait, monsieur, toute ma vie, moi, j'étais avec les élèves. J'étais le bon professeur et eux, c'était les mauvais élèves. Écoutez, les rôles sont inversés. Cette famille a obtenu son logement social grâce à la mairie. Pour la jeune femme, c'est clair, ce n'est pas au préfet d'attribuer les places disponibles. Si ce sont des gémenosiens et qui sont gémenosiens depuis longtemps, c'est quand même normal que ce soit eux qui profitent en premier des logements. Donc c'est quand même la personne la plus habilitée à faire ce choix-là. Gémenos possède aujourd'hui une centaine de logements sociaux. Il lui en faudrait 500 de plus pour respecter la loi. La commune, comme 35 autres, fait partie des mauvais élèves listés ce matin par Manuel Valls. 8 sont en Île-de-France, comme Neuilly-sur-Seine ou Saint-Maur-des-Fossés. 17 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme Carril-Rouet ou Fréjus. À Saint-Maur-des-Fossés, il y a 7% de logements sociaux, dont cet ensemble, tout neuf, composé de 18 appartements. La ville est bien en deçà de ce que demande la loi, mais le maire ne souhaite pas en construire davantage. Et à la proposition de Manuel Valls de le priver de son quota d'attribution, il a une réponse très claire. Il bloquera les crédits immobiliers pour les futurs logements sociaux. Me prendre mes attributions, ça signifie qu'il n'y aura plus de garantie d'emprunt pour les bailleurs. Il n'y aura donc plus un mètre carré de logement social à Saint-Maur. Le gouvernement espère néanmoins que cette mesure sera plus efficace que les amendes infligées aux villes mauvais élèves. Cette année, Saint-Maur-des-Fossés, par exemple, a dû payer 3,5 millions d'euros pour ne pas avoir respecté les quotas de logements sociaux. Ce rebondissement rocambolesque maintenant dans l'affaire des 2 pilotes français condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue en République dominicaine. L'affaire baptisée, souvenez-vous, Air Cocaïne avait fait grand bruit. Eh bien, on apprend ce soir qu'ils se seraient enfuis et qu'ils seraient en France depuis samedi. Les derniers éléments avec Anne Charlottinet. Ils avaient écopé de 20 ans de prison. 2 pilotes d'avion français, ici au tribunal de Saint-Domingue l'été dernier. Ce soir, on apprend qu'ils ont quitté la République dominicaine et qu'ils seraient désormais sur le territoire français. Au Quai d'Orsay ce soir, pas de commentaire. La sœur d'un des pilotes que nous avons jointe au téléphone affirme ne pas être au courant. Elle se dit soulagée si la nouvelle se vérifie. En République dominicaine, les 2 Français n'étaient plus en prison derrière des barreaux, mais assignés à résidence avec interdiction de sortie. Les 2 pilotes ont été condamnés pour trafic de drogue, accusés d'avoir tenté d'introduire 680 kilos de cocaïne à bord de ce jet en 2013. Depuis, les 2 pilotes français ont toujours clamé leur innocence. Voilà, et vous l'avez compris, l'information nous est parvenue il y a quelques instants. Si vous voulez suivre les développements et en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à télécharger et à consulter notre application France TV Info. À l'étranger, le nouveau plan d'urgence pour contenir la crise des migrants. Bruxelles annonce 100 000 places d'accueil. Des camps seront notamment installés sur les routes des Balkans. 30 000 places seront également créées en Grèce et des familles d'accueil seront aussi sollicitées car l'afflux ne faiblit pas. Regardez cette image en Slovénie où plus de 75 000 personnes ont transité en 10 jours. Des femmes, des enfants, des familles prêtes à tout pour gagner l'Europe. La semaine dernière, c'est un bébé d'à peine 18 mois qui a été sauvé in extremis en mer Égée. Les images nous sont parvenues hier, elles sont poignantes. Diane Schlinger. La mer semblait pourtant si calme. Quand ces pêcheurs aperçoivent au loin des naufragés, 3 jeunes enfants qui appellent au secours. Avec 1000 précautions, lentement, ils vont les hisser à bord. Le temps de faire un dernier tour pour récupérer les gilets de sauvetage. Et tout à coup... C'est un bébé, il est vivant. Le petit garçon de 18 mois flottait depuis 5 heures. Quasi inconscient. Mon Dieu, il est vivant. Il faut sortir l'eau de ses poumons. Tiens-lui les pieds. Mets-lui la tête en bas. Des gestes dans tous les sens. Le pêcheur cherche quoi faire. Mon Dieu, il est tellement petit. Allez, appelle les gardes-côtes. L'enfant est en hypothermie, alors il le réchauffe avec des couvertures. Après plusieurs heures à l'hôpital, il retrouve sain et sauf sa famille syrienne, rescapée elle aussi. Sa mère tombe dans les bras des sauveurs de son fils. Vous lui donnez une deuxième vie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'avoir pu le sauver. Mais le nombre de migrants noyés en mer Égée ne cesse d'augmenter. Avec l'automne,
La traversée est de plus en plus périlleuse. À l'étranger encore, plus de 200 morts. C'est le dernier bilan, toujours provisoire, du violent séisme qui a secoué le Pakistan et l'Afghanistan. L'onde de choc a été ressentie jusqu'à New Delhi, en Inde. Un séisme d'une magnitude de 7,5. Et le bilan pourrait encore s'alourdir car les communications ont été coupées. Certaines régions restent toujours difficiles d'accès. En Pologne, une nouvelle victoire et un nouveau visage pour les eurosceptiques. Elle s'appelle Beata Szydło. Elle a 52 ans, la voici ici à l'image. Elle est la future Premier ministre. Elle sera nommée dans quelques jours après le succès de son parti hier aux élections. Un parti anti-immigré, anti-Europe, populiste, disent ses opposants. Elle était quasi inconnue il y a encore quelques mois. Amaury Guébert avec Alexis Fischer. Ils exultent après 8 ans passés dans l'opposition. Les conservateurs reviennent au pouvoir en Pologne avec un programme plein de promesses populistes. Costume strict, démarche martiale, celle qui doit être le prochain Premier ministre a mené une campagne contre l'avortement, contre les pouvoirs de Bruxelles et surtout contre les quotas de réfugiés. Les propositions de l'Europe sont mauvaises. Ce ne sont pas des solutions à long terme. Les Polonais ont le droit d'avoir peur des réfugiés. Et les conservateurs ont surfé sur cette peur qui dépasse le noyau dur de l'extrême droite. La Pologne est l'un des pays d'Europe les plus réticents à accueillir des migrants. On ne peut même pas aider nos SDF. Et maintenant, il faudrait nourrir des réfugiés ? Un discours assumé par le Parti conservateur dont la ligne rappelle celle d'un certain Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Viktor Orban est un modèle pour les conservateurs. L'Europe va avoir avec la Pologne une nouvelle Hongrie, mais 4 fois plus peuplée. Car la Pologne compte dans l'Europe d'aujourd'hui. Poids lourd économique à l'Est, en première ligne face à la Russie. Et depuis hier, un pays de plus dans le camp populiste. Notre enquête maintenant, quand le collaboratif se transforme en business lucratif. On vous dévoile ce soir les dessous d'Airbnb, le célèbre site de location de logement. Voyager autrement, c'était la promesse de départ, sauf qu'aujourd'hui, le système a pris une ampleur telle qu'il bouscule l'hôtellerie traditionnelle, parfois au mépris des règles en vigueur. Voici comment. L'enquête est signée Mathieu Boisseau, Pascal Caron et Nicolas Hauer. Bonjour, ça va ? Ça va, donc comme je vous disais, l'appartement est au 12e étage. Tous ont voulu rester anonymes, le propriétaire comme les touristes. Bienvenue. C'est charmant. Voilà, pourtant, là, c'est une location banale a priori. La mezzanine de place, le canapé qui est convertible. Toute l'année, ce cadre loue ses 2 appartements sur Airbnb. Ici, un studio de 27 mètres carrés au cœur de Paris, où tout est aménagé pour les vacanciers. Placard, télé, code d'internet, wifi, et là vous avez le placard avec les serviettes, d'accord ? Ça c'est un appartement que j'ai acheté récemment, donc je le mets en location sur le site. Il est à 100 € la nuit, et là je crois que les personnes vont rester 3-4 jours, je crois que c'est 4 jours, voilà. C'est la première location donc. Hein. Pour cet appartement, oui, mais j'en ai un autre vers l'Arc de Triomphe que je loue aussi, pareil. Je vous le montre, hein. C'est un studio qui est aménagé en duplex. Hein. Pour lui, ces locations incessantes sont un deuxième salaire, 3 000 € par mois, sauf que tout est illégal. C'est parfait, ça me semble tout à fait conforme aux photos sur le site. Avant de louer toute l'année à des touristes à Paris, il lui faudrait une autorisation de la mairie. Les appartements comme ça loués à l'année, vous les avez déclarés du coup en mairie ? C'est automatique, hein, parce qu'il y a la taxe de séjour qui est prélevée directement sur la location sur le site Airbnb. Mais la taxe c'est une chose, mais il faut aussi une autorisation de la mairie quand on dépasse 4 mois. Je sais pas, eux ils nous envoient la déclaration directement, je pense. D'accord, vous n'avez pas été en mairie pour déclarer ? Non. Pourtant, c'est la loi. La location sur Airbnb doit rester saisonnière. À Paris, la limite est fixée à 4 mois dans l'année. Au-delà, c'est interdit. Sauf si la mairie délivre un permis spécial. Et le propriétaire doit déclarer l'intégralité de ses revenus. Mais certains n'hésitent pas à contourner ces règles. Car la location saisonnière, c'est très rentable. Pas de bail, pas de locataires à expulser et des bénéfices plus importants. Airbnb, ce n'est plus seulement l'économie du partage, mais un business. Je suis Vincent, enchanté. Lui en a même fait son métier. Mais cette fois, tout est légal. Venez, je vous en prie. Est-ce que je peux prendre votre sac ? Vincent Co n'est pas le propriétaire de l'appartement, mais ce matin-là,
il reçoit cette touriste à Paris pour 2 jours. On a laissé des serviettes propres et tout ce qui est brosse à dents. À 26 ans, il a créé sa société de conciergerie spécialisée dans la location saisonnière. Aussi, tout ce qu'on a laissé en plus, je lui ai mis une bouteille d'eau si vous avez besoin. Les propriétaires sont absents, alors lui et son équipe se sont occupés de tout. Ménage, rédaction de l'annonce sur Internet, jusqu'à la remise des clés aux vacanciers. On se permet de mettre comme dans des hôtels finalement un petit package avec un rasoir, une brosse à dents qui va leur permettre tout simplement de pouvoir s'accommoder en arrivant directement n'importe où. Même comme dans un hôtel finalement. Finalement oui c'est ça, on est entre guillemets un petit hôtel familial. Mais c'est pas de l'hôtellerie clandestine justement? Pas du tout puisque sur ce coup-là, on a des gens qui sont propriétaires de leur appartement, qui veulent juste pouvoir bénéficier d'un complément de revenu. Son revenu à lui, c'est une commission, 20% du montant de la location. En un an seulement, son entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par 5. Mais la croissance d'Airbnb, certains la dénoncent. Elle alimenterait la pénurie de logements et la flambée des loyers. Cet adjoint au maire de Paris nous emmène dans le quartier touristique du Marais, l'un des plus courtisés par les utilisateurs du site. Dans une rue comme celle-là, dans un immeuble comme celui-là, on peut avoir 1, 2, 3 meublés touristiques qui se développent. Et ça nous pose un réel problème. Durant l'été 2014, 66 000 touristes sont venus loger dans le quartier via Airbnb. C'est plus que le nombre d'habitants. À Paris, il y aurait 30 000 logements uniquement dédiés à la location saisonnière. Nous, ce que nous voulons, c'est que l'offre de logement à Paris ne se rétracte pas. On a déjà 130 000 demandeurs de logement à Paris. Donc si en plus on a des logements qui se transforment en meublés touristiques, l'équation devient totalement impossible pour loger les Parisiens. Alors depuis cet été, la mairie traque ses locations à l'année non autorisées. Avec du porte-à-porte dans les immeubles. Je travaille pour la mairie de Paris. Vous habitez ici? You speak English? You live here? Vous vivez ici? Non. Ah, ok. Ah, vous louez. Impossible d'entrer sans l'accord du propriétaire. Mais ces valises en sont la preuve. L'appartement héberge bien des touristes, comme indiqué sur Internet. Oui, alors là, c'est exactement ça. Là, je suis sûre. Il y a le tableau, il y a la mezzanine que j'ai vue. Donc là, je suis sûre que c'est cet appartement-là. Ah, oui, certaine. Depuis le début des contrôles, une centaine de propriétaires ont été condamnés. Mais parfois, ce sont les locataires qui fraudent pour gagner de l'argent sur Airbnb. Donc voilà la chambre que je louais au printemps 2013 pour 70 € la nuit, essentiellement les week-ends. Le propriétaire des lieux n'avait pas donné son accord pour cette sous-location. Alors il a porté plainte et demandé l'expulsion de ce locataire. J'ai eu la visite d'un huissier de la part de mon propriétaire qui est venu constater l'état d'occupation de l'appartement. Je ne me rendais pas spécialement compte que c'était illégal dans la mesure où je faisais ça ponctuellement, que ça ne me ramenait pas un revenu extraordinaire, ça me ramenait 200 € par week-end. Je ne trouvais pas ça aberrant dans la mesure où je paye un loyer assez conséquent pour cet appartement. Le locataire a été condamné à 2 000 € d'amende, mais il peut rester dans son logement. Sur Internet, Airbnb appelle clairement ses utilisateurs à respecter la réglementation sur l'hébergement. C'est l'un des fruits les plus appréciés des Français et tout le monde a sa préférence en la matière. Granny, Royal Gala ou Pink Lady, il s'agit des pommes. On en produit plus d'1 million de tonnes chaque année. Alors, il y a les grands classiques, mais aussi les petites nouvelles, des variétés récentes conçues en laboratoire. Comment sont-elles fabriquées? Comment sont-elles sélectionnées? Pour quel goût? Réponse avec José Blanc-Lapierre et Camille Lemeur. Rouge intense, arrondi parfait. Vous ne l'avez encore jamais vu. Son nom, la Story. Mi-sucrée, mi-acidulée, elle est censée plaire au plus grand nombre. Elle n'est pas le fruit du hasard, mais un pur produit de la recherche. Il a fallu 17 ans pour la créer. Il y en a déjà des vertes, des rouges, de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Sucrée, acidulée. Au fait, il en existe combien de variétés? Allez, une centaine? Une vingtaine. Moi, je dirais 200. Une bonne quarantaine. Faux, il en existe au moins 6000. Pourtant, de nouvelles variétés voient encore le jour. Nous avons voulu savoir pourquoi. Nous sommes aussi allés en coulisses voir comment se fabrique une nouvelle pomme. La Story. Elle est née ici à l'INRA d'Angers en 1998.
Elle a été mise au point dans ce verger, un laboratoire à ciel ouvert dédié à la recherche. Pour créer une variété comme la Story, les ingénieurs réalisent un croisement entre 2 pommes différentes, choisies pour leur qualité. Là, vous avez le père et là, vous avez la mère. Là, vous avez l'arbre de la mère et l'arbre du père. Une pomme rouge, une pomme jaune. Et ensuite, donc dans les descendants qu'on a obtenus de cette famille, on voit ici une petite part de la diversité. Vous voyez, pas mal de pommes rouges, des petites, des grosses, quelques jaunes. C'est ce que vous appelez la descendance. Ça, c'est la descendance. C'est les enfants, en fait, de ces 2 parents. Au départ, il y a donc 2 pommiers différents. Au printemps, moment de la floraison, les chercheurs vont jouer le rôle des abeilles. Ils vont eux-mêmes déposer le pollen mâle sur le pistil femelle. De cette fécondation va naître un nouvel arbre, une nouvelle pomme. Ces pépins, une fois semés, donnent une descendance 6 ans après. Des arbres et des pommes tous différents. Les chercheurs les sélectionnent pour ne garder que les plus prometteurs, selon une vingtaine de critères. La couleur, donc c'est rouge 3/4. Ouais, à peine. Mais c'est un rouge brillant. Les arbres et les pommes sont notés de 1 à 5, forme, couleur, goût, texture. On entend le croquant, juteux. Juteux. Alors, on va lui mettre, moi je mettrais 4 en croquant, 4 en jus, en fermeté 3. Voilà. En dessous de 3, l'arbre n'a aucune chance, il est arraché. Comme celui-ci, pas assez résistant. Globalement, il a 2 problèmes. Il a ça, donc il est en fait sensible à une maladie qui s'appelle l'oïdium. Vous voyez le blanc là, et donc là, toute cette pousse-là est attaquée, donc ça c'est pas un bon critère pour lui. Le deuxième problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas beaucoup de fruits dans l'arbre. Et ça, c'est aussi un problème. La sélection est sévère. Sur une rangée comme celle-ci qui comprend une centaine d'arbres, seuls 1 ou 2 sortiront d'ici pour être commercialisés. De tests en dégustation, il faut des années pour aboutir à la variété recherchée. Obtenir la pomme qui va réunir le plus de qualité possible à partir de ses 2 parents. La rouge, choisie pour son calibre et sa productivité. La jaune, pour sa saveur. Des pommes qui correspondent aussi à ce que le consommateur souhaite. Donc l'attrait est quand même un caractère, malgré ce qu'on dit, important. Donc on prend en compte cet aspect-là. Donc ça, c'est tous les aspects qualité au sens large. Ensuite, notre objectif un peu central, c'est moins de traitement dans les vergers sur ces nouvelles variétés. L'autre objectif, en plus de la qualité, c'est la productivité. Toutes ces épreuves, la Story les a franchies avec succès. Sortie de l'INRA il y a 3 ans, elle arrive maintenant dans sa phase commerciale. Et voici celui qui a misé sur elle. Elle est très très jolie. Et le goût? Très bon. Très bon, très ferme, très dense, très lourde. Alors ça donne quoi cette année les Story? C'est Guillaume Frémondière qui lui a fait connaître la Story. Ça confirme les essais en fait. Ouais, un commercial chargé de promouvoir les nouvelles variétés dans la région. On a souffert de la sécheresse, on a bien arrosé. Vous pensez les récolter quand? Semaine prochaine, voire l'autre. D'accord. Quand elle est arrivée ici, elle n'avait pas encore de nom. Elle a été baptisée Story pour faire son entrée sur le marché. Et pourquoi un nom anglais? On peut les exporter facilement et c'est vrai qu'aujourd'hui le marché est international. Donc on a besoin d'un nom qui puisse être compris un peu partout. La Story doit maintenant passer sa dernière épreuve, le test consommateur. Nous sommes au centre de Lyon, chez un marchand de fruits et légumes. Ouais, c'est la nouvelle variété. C'est lui qui doit la vendre, son avis est capital. Quartier de Story. Hop. Merci. Très sucré. C'est une pomme qui va plaire aux enfants. Côté client, la Story a du caractère, elle plaît ou elle ne plaît pas. Elle est trop sucrée à mon goût, un tout petit peu doucereuse. J'aime bien quand ça pique un petit peu plus. Voilà. Je l'adore, quoi. Elle a beaucoup de parfum, mais elle est bien. Effectivement très sucrée. Elle irait bien dans les gâteaux. Et en termes de look, qu'en pensez-vous? Parce que elles sont jolies. Elles sont presque trop belles. Hein. Tout à fait classique. C'est ça. Chaque Français consomme en moyenne 20 kilos de pommes par an, avec une production en hausse de 14%. 2015 s'annonce déjà
comme une année à pommes. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité. Dans un instant, c'est la météo. Tania Young, suivie de votre série Castle. Demain, pour l'info, dès 6h30 Télématin. À 9h50, notre édition spéciale. Pour suivre l'hommage républicain aux victimes de l'accident de Puyseguin. Ce sera en direct et en présence de François Hollande. À 13h, vous retrouverez Élise Lucet. Passez une très belle soirée sur France 2. À demain.